Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette petite présentation du Mexique. Aujourd'hui, on va se focaliser davantage sur deux régions, mais dans un premier temps, juste je vais vous faire un petit récap et quelques infos sur le Mexique en général. Donc déjà, juste le Mexique, c'est quand même un très grand pays, à savoir que ça fait à peu près 4 fois la France, donc c'est quand même assez conséquent. Et surtout, la géographie du Mexique fait qu'en fait, c'est une sorte de bande assez allongée qui fait que, en réalité, si on prend Tijuana tout au nord du Mexique, à la frontière avec les États-Unis, et qu'on descend de l'autre côté jusqu'à Chetumal, à la frontière avec le Belize, on a presque 3200, 3300 kilomètres à vol d'oiseau entre ces deux coins-là. Donc ça déjà c'est un vol de 4 heures, hein, donc on peut faire un vol interne direct de 4 heures, on est toujours dans le même pays. Donc ça déjà ça vous donne peut-être une petite idée pour ceux qui le doutaient que effectivement faire plus d'une ou deux régions en 2 semaines de voyage, en fait ça devient vite délicat. Sauf si on fait 3 jours à chaque endroit, mais du coup on perd quand même un peu l'intérêt de visiter en profondeur la région. Et donc voilà. Après, effectivement, tout le Mexique n'a pas un intérêt touristique. Et c'est pour ça on note 6 grandes zones d'intérêt. La première qui est le Yucatan, donc la péninsule du Yucatan, dans le sud-est du pays. Ça, c'est la zone que la plupart connaissent déjà. C'est la zone qui est la plus connue par les Européens parce que c'est les plages des Caraïbes, parce que c'est des villes comme Mérida, les cénotes, la nature, la culture maya. Donc c'est là où on va trouver tout ça. Mais donc il y a effectivement aussi d'autres régions qui sont aussi très intéressantes. La Basse-Californie, par exemple, plus la Basse-Californie du Sud, où là, on va être plus pour les amateurs de grands espaces, des gens qui sont à la recherche de paysages, de nature vierge, de grandes plages sans aucune construction. Là, pour le coup, il y a très peu de culture. Mais il y a une faune marine aussi assez impressionnante. Donc l'hiver, il y a des gens qui viennent spécialement pour voir les baleines, mais toute l'année, il y a des choses à voir du point de vue de la faune. Et donc là, on est vraiment plus dans un décor lunaire, désertique, mais avec des paysages absolument fabuleux. Une autre zone, ça va être le Chepe, même si c'est une petite zone là sur l'écran. C'est un train touristique qui se situe dans l'état du Chihuahua. Donc là, on va en fait parler d'un train un petit peu à l'ancienne, mais qui est tout à fait confortable. Et on va faire un voyage de 2, 3 jours à bord de ce train avec des étapes dans des hôtels. Et on passe dans des zones qui sont absolument pas accessibles en véhicule. Donc on va se retrouver sur des voies de chemin de fer au milieu d'un paysage de un décor absolument magnifique avec des montagnes et vraiment l'impression de passer dans un endroit où on ne devrait pas pouvoir passer, ce qui est assez fabuleux. Les villes coloniales qui sont autour de Mexico City, un petit peu plus au nord. Donc là, on est vraiment plus sur un tourisme culturel aux alentours de Guanajuato, San Miguel, Querétaro. Euh, mais ça, je pense qu'on va vous refaire un live des experts dans quelques mois parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Et ensuite, plutôt le Chiapas et Oaxaca, qui peut être considéré comme une seule et même région. À savoir que le Chiapas, c'est un peu l'extension du Yucatan plus au sud. Je suis désolé, mais je continue d'accepter des gens en parallèle. Et donc le Chiapas, pardon, donc qui est plus à la frontière avec le Guatemala, on va avoir une nature un peu plus luxuriante, plus de jungle, des cascades, des temples mayas un peu plus reculés, donc pour les gens qui sont un petit peu plus en recherche d'authenticité. Et puis donc Oaxaca, là sur quoi on souhaite faire le focus, qui est une ville absolument magnifique et une côte qui est aussi très sympa. Donc juste pour les vols, voilà, il y a des vols directs depuis Paris, Zurich, Bruxelles, Amsterdam, Madrid, Francfort. Il y a d'autres villes également en Europe. Il y en a depuis le Portugal, il y en a depuis l'Angleterre également. Aussi bien sur Mexico que Cancun, ça dépend un petit peu des villes, mais donc il y a quand même une très bonne connexion aérienne avec une multitude de vols directs. La possibilité de voyager toute l'année, avec effectivement une saison des pluies plutôt sur juin-septembre qui est un petit peu plus marquée dans le Yucatan et le Chiapas, même si en fait pour nous c'est une période où on a énormément de voyageurs et qui font tous des très beaux voyages même dans le Yucatan, puisqu'en fait en général cette
saison des pluies n'est pas problématique puisqu'il pleut pas tous les jours. Et lorsqu'il pleut, il pleut 1 heure de pluie tropicale dans l'après-midi qui va plutôt même un peu rafraîchir l'atmosphère et rendre le climat un petit peu plus agréable. La nature est verte, il y a beaucoup d'animaux, donc c'est une période qui est aussi très agréable. Aucun visa nécessaire pour les voyageurs européens. Et notre agence donc, est située à Mérida, dans le Yucatan, effectivement, parce que c'est là où on a le plus d'activités. Mais on est très régulièrement sur le terrain, à droite à gauche. Charlotte provient d'ailleurs d'un voyage dans les villes coloniales dans le centre. Moi, je pars dans 2 heures à l'aéroport pour Mexico et pour faire Mexico et Puebla et aller voir des petites choses dans les alentours. Donc voilà, on essaye toujours de couvrir quand même l'intégralité du territoire pour toujours avoir des nouveautés à vous proposer. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un focus donc plutôt sur 3 régions, donc Mexico City, Oaxaca et la côte Pacifique. Pourquoi on a décidé d'inclure aussi Mexico? Parce qu'en fait, on peut pas faire un voyage juste à Oaxaca parce qu'à Oaxaca il faut forcément une porte d'entrée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mexico City est une excellente option puisque en fait Mexico City est de toute manière la meilleure porte d'entrée lorsqu'on veut faire d'autres régions que le Yucatan. Parce que Mexico, c'est un petit peu la zone depuis laquelle on va pouvoir transiter un peu partout et avoir des vols directs pour la grande majorité des villes mexicaines. Charlotte, si tu veux bien passer, merci. Donc Mexico City, c'est une ville qui se visite principalement en transport privé avec chauffeur. Là, on ne propose pas du tout en voiture de location. Ne serait-ce que parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, que c'est pas agréable non plus d'être dans une ville aussi grande. On parle d'une ville quand même de 10 millions d'habitants, juste la ville. Et si on parle de l'aire urbaine, on est aux alentours de 25 millions. Donc on est quand même sur une très grosse ville qui peut justement parfois faire un petit peu peur et qui n'a pas toujours eu une réputation extraordinaire d'un point de vue sécuritaire. Mais en réalité, dans les zones d'intérêt touristique, en fait, c'est très safe et on peut tout à fait s'y balader, que ce soit à pied ou d'une autre manière. Il n'y a pas de souci particulier dans les zones que nous, on recommande et qu'on fait visiter. Donc, j'en ai mis que ça se visite principalement avec chauffeur, mais on peut aussi proposer pour certaines zones, pour ceux qui restent un petit peu plus dans le centre ou qui vont juste faire le centre et le musée d'anthropologie, bah également d'être juste avec un guide à pied et pourquoi pas à un moment donné prendre un taxi ou prendre le métro pour des gens qui veulent une expérience un petit peu plus authentique et un peu plus mexicaine. Le métro fonctionne très bien et c'est aussi une alternative. Dès qu'on veut aller faire des visites un petit peu plus lointaines, ça complique forcément les choses. Mais lorsqu'on reste dans l'archicentre, c'est tout à fait possible. Donc, c'est une ville qui est absolument magnifique, avec énormément de culture et d'histoire. Il y a énormément de musées, il y a beaucoup de choses à visiter. Nous, on recommande minimum 3 nuits sur place parce qu'il est vrai que ça prend quand même un certain temps les déplacements et aussi il y a beaucoup de choses à voir. Donc, passer moins de 3 jours sur place, c'est un petit peu juste. Sachant qu'en général, les vols arrivent en plus en fin de journée depuis l'Europe. Donc en réalité, en fait, ça fait 2 jours, 3 jours complets sur place si on fait 3 nuits. Donc c'est ce qu'on recommande. Et c'est également une étape qui est très importante lors de la fête des morts parce que c'est sur place, il y a énormément de festivités. Donc c'est une des zones très importantes, tout comme Oaxaca, qui sont vraiment les 2 zones les plus importantes pour ces fêtes-là. À savoir qu'effectivement, il faut quand même anticiper pas mal. Là, déjà, pour vous donner une idée, à partir d'aujourd'hui, là, ça devient compliqué d'avoir des disponibilités pour la fête des morts de cette année sur Mexico City. Sachant que on en trouve encore, hein, donc on peut encore le faire, mais voilà, il faut quand même plutôt anticiper. Sachant qu'en plus, juste avant la fête des morts à Mexico, tous les ans, il y a la Formule 1 qui est le week-end juste avant. Donc ça s'enchaîne Formule 1, fête des morts, et en fait c'est tout de suite des dates un petit peu compliquées. Donc en termes d'activité, ce qu'on peut faire sur place, donc bah voilà, bien évidemment Teotihuacan, qui est situé à 45 minutes, une petite heure du centre de Mexico City. On a mis en activité pépite parce que pour moi c'est vraiment le cas, surtout lorsqu'on fait l'activité en montgolfière au lever du soleil. Là, c'est absolument magique. On a l'impression d'être dans une carte postale. On voit toutes les autres montgolfières autour de soi.
On est dans un paysage absolument époustouflant, donc ça c'est vraiment une activité qui est très sympa. On propose aussi depuis peu un cours de cuisine sur Mexico, et là pour le coup de la cuisine plutôt raffinée. On est quand même plutôt sur des. Là pour le coup, c'est pas un petit cours de cuisine chez l'habitant pour apprendre à faire un plat local. Là, on est quand même plus sur une cuisine un peu plus raffinée, sur des choses un peu plus élaborées. Donc pour des clients en recherche de quelque chose d'un peu plus complet, c'est quelque chose qui fonctionne bien. J'ai mis également Xochimilco. Donc Xochimilco, on est dans un quartier plus au sud de la ville. Ce sont des jardins flottants qui sont à la base hérités des Aztèques, qui les utilisaient à l'époque comme culture pour alimenter la ville. Mais aujourd'hui, en réalité, c'est devenu plus quelque chose d'assez folklorique de se rendre dans les trajineras, donc qui sont ces barques colorées. Et c'est une sorte de tradition vivante. Et moi, ce que j'aime beaucoup dire là-dessus, c'est que quand on le voit comme ça et qu'on voit des photos, on peut assez vite penser, oh là là, ça ressemble à un attrape-touriste parce que c'est très coloré, c'est très mexicain, je sens qu'il va y avoir que des touristes. En fait, pas du tout, parce que c'est les propres Mexicains qui sont friands de ce folklore, et c'est les premiers à se rendre sur place lorsqu'il y a des événements à fêter, que ce soit un enterrement vie de garçon ou de jeune femme, une demande en mariage, un anniversaire, une fête spécifique mexicaine, peu importe, c'est quand même toujours un endroit de fête, et c'est un endroit où se rendent les Mexicains pour passer la journée, se balader à bord de ces barques. Il y a des mariachis, les gens dansent, les gens chantent, mangent sur place. Et donc c'est vraiment folklore, mais folklore local et consommé par les locaux. Et donc voilà, le quartier de Coyoacán aussi. Donc là, on est plus dans le quartier artistique. Là, on retrouve le musée de Frida Kahlo aussi. Euh, Petit point juste rapide sur le musée de Frida Kahlo. Lorsqu'on nous le demande, on essaye toujours de le proposer. Il faut juste savoir que ce musée déjà est fermé le lundi. Sur certaines dates spécifiques, fêtes spécifiques, il ferme également, et on n'a pas toujours l'information avec énormément d'anticipation. Et aussi, aujourd'hui, le musée doit se réserver à un horaire précis, et les horaires d'ouverture, enfin l'achat des billets ouvre seulement un mois à l'avance. Donc, on essaye toujours d'être à l'affût pour obtenir des billets, mais sur certaines dates très spécifiques, ça peut parfois devenir compliqué, parce que même si on réserve 6 mois à l'avance, en fait, nous, jusqu'à un mois à l'avance, on n'a pas accès aux billets, et on y a accès en même temps que tous les autres opérateurs. Et donc, on essaie de se connecter à l'horaire exact, etc. Mais sur des dates très spécifiques, ça peut parfois devenir compliqué. Donc, c'est quand même un point à prendre en compte. Le musée d'anthropologie, qui pour moi est un incontournable, car en fait, il donne, à mon sens, une porte d'entrée à tout ce qu'on va voir par la suite, et il permet de réellement comprendre tout ce qu'on va voir par la suite, parce que on va retrouver toutes les civilisations, que ce soit les Aztèques, que ce soit les Mayas, que ce soit les Zapotèques, les Teotihuacanos, toutes ces différentes cultures et époques aussi, qui n'ont pas forcément eu de lien entre elles. Ben, en fait, en visitant ce musée, on arrive à situer, OK, les Aztèques, c'est telle période, les Mayas, c'est telle période. Ah oui, mais ils ont aussi vécu des choses avec les Zapotèques. Et donc, on a cette vision un petit peu d'ensemble qui ensuite, à mon sens, nous donne les clés pour comprendre, lorsqu'on va sur les sites, à quoi fait référence le guide à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un endroit assez incontournable. Et également des tours qu'on a développés récemment avec un partenaire qui est vraiment spécialisé là-dedans. C'est plus autour de l'architecture mexicaine, et donc vraiment des choses spécialisées sur l'architecture et l'art, avec des guides spécialisés. Donc là, pour un public un petit peu plus intéressé de ce côté-là, on a vraiment un partenaire qui est spécialisé là-dedans, avec des accès à des maisons privées, des choses autour de Luis Barragan, qui est un grand architecte mexicain. Enfin, vraiment, pour un public d'initiés à l'architecture, on a aussi des produits qui sont très intéressants. Et, bah, forcément, Mexico City est une ville qui, là-dessus, est très intéressante. Concernant les hôtels, Charlotte, je ne sais pas si je peux passer, merci. Là, je vous ai juste mis quelques hôtels. À savoir qu'effectivement, Mexico City, il y a un petit peu deux zones pour résider.
Charlotte, si tu veux bien juste revenir sur la map de Mexico qu'on avait un petit peu plus tôt. Voilà. Ici, en fait, on a le centre historique autour de Bellas Artes, ouais, un petit peu plus petit, mais ouais, aux alentours de Bellas Artes, du centre, etc. Donc là, c'est vraiment le centre où il y a la cathédrale, où il y a différents musées et monuments historiques. C'est le centre économique aussi de la ville, dans le sens où les activités du quotidien, il y a énormément de monde en journée, ça grouille un petit peu, c'est la vraie culture populaire aussi. Et c'est un coin qui est très joli. En revanche, l'activité nocturne dans ce coin-là est quand même assez limitée, dans le sens où il y a assez peu de restaurants, assez peu en tout cas de choses ouvertes le soir. On a vraiment une ville qui grouille en journée et en soirée, ça se dissipe un petit peu. Et donc, il y a d'autres quartiers qui sont Condesa, Roma et Polanco. Donc, Condesa, Roma, on est un peu plus sur l'art déco et Roma et Polanco, pardon, plus dans quartier des affaires, luxe, mais aussi avec des beaux monuments et des beaux hôtels. Et là, dans cette région-là, on a quand même de plus en plus de petits hôtels de charme, de petits bed and breakfast ou même des hôtels très haut de gamme. Et l'intérêt principal d'être dans cette partie-là de la ville, bah, c'est effectivement de pouvoir le soir marcher et d'aller dîner en terrasse ou d'aller boire un cocktail dans un bar. On va avoir beaucoup plus de vie nocturne et de vie culturelle nocturne dans cette partie-là. Donc juste pour revenir sur les hôtels, là on vous a mis quelques hôtels avec lesquels on travaille. On en a énormément, mais c'était juste pour vous donner une idée. Mais donc par exemple Casa Emilia, on parle d'un petit boutique hôtel qui se situe dans les quartiers un petit peu plus branchés. La Valise, c'est également le cas. Le Zocalo Central, par contre, là, on est sur l'hôtel qui est dans le centre historique, mais qui reste une excellente option parce qu'en qualité-prix, c'est un super rapport et on a une vue imprenable sur la plus grande place de Mexico City. Donc, je dirais peut-être que d'un côté familial, le centre historique peut-être peut être une option dans le sens où on va avoir un petit peu moins l'envie de sortir en soirée. Et pour des jeunes couples ou même des gens qui ont une vie un peu plus active en soirée, bah, le côté Comte de Saint-Roma est quand même plus intéressant. Alors, on passe à Oaxaca. Bonjour à tous, moi c'est Charlotte. Le trajet Mexico-Oaxaca. Donc, je vais essayer d'annoter en même temps que je parle. Donc, on a Mexico ici, Oaxaca par là et Puebla qui est ici. Alors, ce trajet, il est possible de le faire en location de voiture comme en transport privé. Pour les deux cas, en fait, on pourrait décider de faire Mexico-Oaxaca d'une traite, même si on trouve que ça fait quand même un peu de route et que on pourrait ajouter une étape en fait à ce trajet qui est Puebla, une étape d'une nuit, pas forcément plus, à moins que les voyageurs le souhaitent. Donc du coup, entre Mexico et Puebla, il y a à peu près 2 heures de route, je dirais, et entre Puebla et Oaxaca, environ 4. Ouais, donc depuis Mexico City, de Mexico à Oaxaca, on est à 6 heures. Donc c'est pour ça qu'on recommande l'étape à Puebla. Si jamais les voyageurs n'ont pas envie de faire la route en voiture ou en transport privé, c'est possible de le faire en vol direct. Il y a des vols directs tous les jours de Mexico à Oaxaca avec les 3 compagnies qui sont disponibles, Viva Aerobus, Volaris et Aeromexico. Je mentionne le fait que si jamais vous le faites par la route, il y a un spot obligatoire que nous on considère obligatoire entre Puebla et Oaxaca, c'est le jardin botanique de Zapotitlán. Donc c'est un magnifique jardin où il y a énormément de variétés de cactus, par exemple. Donc, en général, quand on vient de France ou d'Europe, c'est quelque chose parfois qu'on peut rechercher au Mexique parce que c'est un peu l'image qu'on a imaginaire du Mexique. Donc c'est un stop important selon nous. Je vous le mets ici sur la carte. C'est ici aux alentours de Tehuacan. Donc Puebla est ici, Oaxaca ici et Tehuacan est ici. Donc le jardin botanique, il est à peu près ici. Donc c'est un peu plus proche de Puebla que de Oaxaca, mais c'est quasiment à la moitié de la route. Donc c'est un spot idéal.
Alors, un peu plus de focus donc sur Oaxaca. Oaxaca est ici et ses points d'intérêt donc sont vraiment sur sa droite, par ici, et au sud, même s'il y a toujours Monte Alban qui est l'attrait principal ici. C'est un point de chute, je dirais une étape idéale pour 3 nuits. Parfois, on nous demande plus, parfois 4, parfois 5. Ça dépend vraiment de l'intérêt des voyageurs pour la culture et ce qu'ils souhaitent y voir là-bas. C'est une ville très culturelle et artistique, énormément de traditions. Ce que j'allais dire, de tradition et d'artisanat. Les rues sont pavées, les maisons sont de toutes les couleurs, finalement un peu similaire à ce qu'on peut retrouver ici dans le Yucatan, à Valladolid, à Mérida. C'est vraiment des maisons chacune de toutes les couleurs, avec un centre-ville très facile pour se déplacer parce qu'il y a notamment une grande rue piétonne, et ce qui fait que c'est plutôt agréable de se balader dans le centre de Oaxaca. Le climat est agréable toute l'année. Je dirais qu'il fait quand même plus chaud, comme dans le Yucatan, aux alentours du mois de mai, du mois de juin et du mois de juillet finalement. Mais ça reste supportable parce que les nuits sont bien plus fraîches qu'ici dans le Yucatan. La gastronomie yucatèque, j'allais dire, oaxaqueña, est super important et super renommé ici au Mexique. On y mange des mollets de qualité. On y boit du mezcal aussi. Alors le mezcal, c'est vraiment on pourrait dire l'eau de vie ici de Oaxaca. C'est fabriqué à base d'agave, donc ici aux alentours de Oaxaca, par exemple, sur cette partie-là. Et ici, vous retrouvez de très bonnes mezcalerías. Donc, on recommande vraiment pour les amateurs de bon alcool de visiter ces mezcalerías. Et Oaxaca, c'est vraiment, comme on l'a écrit, un joyau pour la fête des morts. Après Mexico City, c'est vraiment la région qu'on nous demande de plus pour cette fête parce que les décorations, les cimetières, tout est coloré, tout est plus vif, tout est plus fort à Oaxaca. Donc, pareil, l'anticipation est de mise. On vous a noté ici 1 an d'anticipation. Alors, c'est un peu comme Mexico City. Si on s'efforce, et on peut peut-être toujours trouver un peu de disponibilité, mais c'est toujours plus compliqué si on s'y prend pas avec beaucoup d'avance. Juste après, je vais vous parler des activités. Je reviendrai sûrement sur la carte pour vous montrer un peu où elles sont toutes situées. Donc, j'y passe tout de suite. Voilà. Alors ça, c'est les centres d'intérêt autour de Oaxaca. Donc, je vais commencer avec Los Pueblos Mancomunados. Los Pueblos Mancomunados, en fait, ce sont des communautés de population zapotèque. Donc, il y a à peu près 8 communautés. Donc, vraiment, les personnes vivent en intercommunauté. Donc, le tourisme qu'on retrouve là-bas, c'est un tourisme super responsable, de nature. C'est vraiment idéal pour les personnes qui veulent faire de la randonnée, par exemple, qui veulent… donc, il y a énormément d'altitude, on est à peu près à 3000 mètres d'altitude. Donc, pour faire de la randonnée, pour grimper, c'est idéal. On peut le faire à la journée depuis la ville de Oaxaca, c'est à peu près à 1h30 de route. Néanmoins, moi, je pense que pour vivre l'expérience au maximum, il faut au moins 2 jours, 1 nuit pour dormir dans la cabane, avoir son petit feu de bois dans la cabane qu'on vous prépare le soir pour se réchauffer parce qu'il peut faire du coup très froid. Manger chez une famille, faire les tortillas, visiter leur potager, leurs animaux, etc. C'est vraiment une expérience très sympa et en immersion. Je dirais qu'il y a pour tous les niveaux, ça va vraiment dépendre des distances et du type de randonnée que les voyageurs souhaitent. Après, donc, on a Monte Alban, évidemment, le site archéologique zapotèque le plus connu de Oaxaca, je dirais. Très différent, le paysage est très différent des sites archéologiques qu'on peut retrouver, par exemple, dans le Yucatan. On n'est pas sur un
n'est pas sur de la jungle, on n'est pas sur du plat. Là, pour le coup, c'est de la montagne à perte de vue et le site est vraiment en hauteur. Donc, on peut avoir vraiment une vue très sympa et dégagée sur beaucoup d'édifices du site archéologique. Je passe à Teotitlán del Valle. Alors, je vais revenir sur la carte juste pour vous montrer. Ici, donc Monte Albán est juste ici, donc c'est vraiment tout proche de Oaxaca. Hein. Je me souviens plus exactement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises à combien c'est de Oaxaca. Adeline, tu peux me couper si toi tu as l'info en tête. Mais Monte Alban, on met 20 minutes ouais, de c'est ça. Oaxaca. Ok, donc voilà pour Monte Albán. Teotitlán del Valle, c'est ici. Donc il y a un petit point rouge, vous voyez, Teotitlán del Valle. Pour aller vers les Pueblos Mancomunados, il faut monter. Ici, ils apparaissent pas parce qu'ils sont un peu plus loin. Du coup, je reviens ici. Donc Teotitlán del Valle, c'est vraiment une ville qui est connue pour la fabrication de tapis en laine qui sont teints avec ils sont teints avec des végétalement, je ne sais pas si je peux dire ça en français, mais voilà. Et ici, vous retrouvez sur la photo Josefina, c'est la femme avec qui on travaille sur cette étape-là. Donc, les clients, les voyageurs, pardon, sont accueillis ici. On leur montre en fait comment sont fabriqués les tapis, comment fonctionne l'atelier, et ensuite ils mangent sur place. Donc c'est pas juste une petite visite rapide de ah ok on voit les tapis, etc. Il y a vraiment un contact, un partage avec Josefina, et puis de manger sur place. Et c'est sa famille qui cuisine aux voyageurs. Donc c'est vraiment une expérience plus que juste une visite d'un atelier quelconque de la ville. La ville en compte énormément, donc c'est important de mettre le focus sur celui qu'on propose. Vous retrouvez aussi Mitla, qui est un autre site archéologique zapotèque. Je pense que c'est le deuxième plus important ici, proche de Oaxaca. On peut retrouver aussi le site de Yagul, qui est un peu moins connu. Voilà. Je passerai sur la partie Mezcal. Donc, je vous ai déjà mentionné sur la carte. Je vais vous remontrer. Ici, donc, alors, on retrouve Mitla, qui est ici un peu plus loin. J'aimerais mentionner juste Yervelagua, qui est là, qui est à côté de Mitla. On ne l'a pas mentionné parce que c'est on a décidé de ne pas le mentionner pour plusieurs raisons. En fait, Yervelagua, tout le monde en parle. Beaucoup de gens nous le demandent quand ils veulent aller à Oaxaca. Je pense qu'il faut bien choisir le moment où on visite Yervelagua parce que ça peut être une déception si on y va et que finalement on se rend compte que c'est bondé et ou que les piscines naturelles sont aussi bondées et on ne retrouve pas la photo qu'on a pu voir sur Internet et à laquelle on rêvait en voulant aller à Yervelagua. Yervelagua, finalement, c'est des cascades pétrifiées. La vue est très jolie. On peut faire de très belles photos, mais je pense qu'il faut plutôt choisir d'y aller en semaine, éviter les week-ends ou éviter les vacances importantes ici au Mexique, comme la Semaine Sainte ou peut-être les fêtes de fin d'année. Donc, je le mentionne comme ça à l'oral, il n'est pas dans la présentation, mais sachez qu'on le connaît et on ne l'oublie pas. Pour la partie Mezcal, donc je vous mentionnais tout à l'heure, c'est vers ici et un peu vers ici. Moi, je parlerai de celle que je connais, qui s'appelle La Locura. Donc, elle est située ici à Santa Catarina de Minas. Je l'aime beaucoup parce que c'est une mescaleria organique. Donc, le propriétaire, il est très, très impliqué dans la production. Et en fait, ils ont tout un système donc, ils font pousser leur agave. Donc, les agaves, c'est les plantes que vous retrouvez sur la photo ici. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai pris cette photo. Et donc, l'engrais, par exemple, c'est un engrais naturel parce que le monsieur, il a ses petites chèvres et il récupère donc les excréments des chèvres pour faire pousser ses agaves. Enfin, c'est tout un cercle vertueux dans cette mescaleria que j'aime beaucoup. Et évidemment, après vient la dégustation où on vous fait boire à peu près 23 mezcales. Donc, c'est un peu festif quand on repart de ces endroits en général. À Oaxaca, évidemment, on propose des
des cours de cuisine, parce que si je vous dis que c'est une des régions les plus importantes en termes de gastronomie, on ne peut pas ne pas faire de cours de cuisine à Oaxaca. On a de très bons contacts et ils sont variés. Donc, on sera toujours à même de vous proposer les meilleurs cours de cuisine, que ce soit en général. Je sais, les voyageurs aiment bien faire ça en privé, juste avec la cuisinière ou le cuisinier, c'est possible. Mais aussi, c'est possible de le faire en partager avec d'autres personnes. En général, la visite du marché est réalisée avant de faire le cours de cuisine pour aller chercher les aliments et bien comprendre tout le processus finalement d'élaboration des plats les plus succulents sûrement du pays. Ensuite, on passe à l'Arbol del Tule. Alors, c'est un mini stop étape dans cette région de Oaxaca. Alors, Tule, il est juste. Alors, je change d'écran à chaque fois pour encercler ici. En fait, l'arbre du Tule, c'est un arbre qui a plus de 2000 ans, donc il est très, très ancien. On dit, c'est écrit, qu'il a le tronc le plus large du monde. Je dirais pas que c'est forcément vrai, je suis pas sûre, j'imagine qu'il y a énormément d'arbres dans le monde qui sont aussi très grands, mais en tout cas, c'est très impressionnant. Quand on le voit en personne et qu'on est devant, on se dit, ah ouais, quand même. Donc, il n'y en a pas qu'un seul, ils sont deux, à vrai dire. Voilà, c'est très sympa de faire une petite pause là et on peut même manger sur place. Voilà, c'est un point d'intérêt. Et ensuite, on ne peut pas parler de Oaxaca sans parler de ses artisans et de ses œuvres d'art. Donc, je vais reprendre la carte pour vous montrer ici. En fait, on retrouve San Bartolo Coyotepec et San Martín Tilcarrete. Alors, San Bartolo, c'est très connu pour le barro negro, donc c'est de la céramique noire. C'est très joli, donc si vous souhaitez ramener des souvenirs particuliers, je recommande de passer par ces petits villages. Et San Martín del Tilcarrete, qui est ici, c'est là-bas où on produit les alebrijes. Alors, les alebrijes sont des figurines d'animaux un peu irréels qui sont peints un peu de toutes les couleurs. Ils peuvent être faits à base de bois, de copal notamment, ou alors de papier mâché. Voilà, donc là-bas, il y a un atelier qui est très important. C'est l'atelier de Jacobo et Maria. Donc, on peut aller les rencontrer, on peut aller les visiter pour un peu comprendre un peu plus l'histoire de cet artisanat. Voilà, c'est un peu tout pour moi sur la partie des activités ici à Oaxaca. Je passe sur la partie des hôtels. Donc, comme sur la partie de Mexico City, on ne vous a pas tout mis parce qu'il y en a énormément. Donc, on retrouve un peu de tout et pour tous les goûts. Ici, notamment, je vais entourer. Ici, donc, on retrouve le Diablo et Sandia. C'est un bed and breakfast très sympa. Il y en a deux. Donc, je crois que maintenant, il y a même un troisième qui sont très bien situés dans le centre de la ville. Voilà, donc pour les gens qui aiment ce type d'hébergement, les petits déjeuners sont servis sur des tables où tout le monde partage sur la même table en fait, donc très sympa. Pour monter un petit peu en gamme, on a le Grana BNB qui se retrouve toujours dans le centre. On voulait vous parler de Quinta Real, donc qui est aussi un hôtel dans le centre qui est un peu plus haut de gamme évidemment. L'intérêt de cet hôtel, c'est vraiment son intérêt historique. C'est un ancien couvent. L'hôtel est magnifique. Par le fait que c'est un ancien couvent, parfois les chambres sont un petit peu exiguës, un petit peu petites, mais voilà, c'était des chambres de couvent à l'ancienne, donc on peut pas modifier ce genre de bâtiment pour agrandir des chambres comme on pourrait le faire dans n'importe quel hôtel, parce qu'évidemment l'INA ici au Mexique protège ces bâtiments, donc c'est un hôtel très beau. Et ensuite, pour partir sur quelque chose un peu plus haut de gamme et d'un style très différent, je dirais plus contemporain, beaucoup plus moderne, parfois un peu minimaliste, on a l'hôtel Escondido, qui est aussi très bien situé dans le centre, très peu de chambres, avec une toute petite piscine et un service vraiment de qualité. Et son petit frère, Otro, en fait, c'est l'autre hôtel, qui lui, je dirais qu'il est aussi assez minimaliste, mais un style encore un peu plus brutal peut-être. Mais regardez cette vue, la piscine qui donne directement sur
Ah, c'est une basilique, hein, Adelin. J'ai pas envie de dire de bêtises. C'est une basilique à Oaxaca. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc la vue sur la basilique, enfin c'est vraiment vraiment sympa. Ça donne envie. Donc comme je vous disais, on a plein d'autres propositions pour l'hôtellerie à Oaxaca. On va passer maintenant donc sur le trajet en fait de Enfin, ça, Oaxaca. juste pour être précis, c'est le Templo Santo Domingo. Donc, C'est ça. c'est un Voilà. temple. Donc on passe maintenant sur la côte Pacifique. Donc je redonne la main à Adeline. Oui, merci Charlotte. Donc là, juste un petit point rapide, mais pour le trajet sur Oaxaca, la côte Pacifique, et pourquoi on a souhaité parler avec vous de cette partie-là. En fait, c'est en grosse partie grâce à quelque chose qui est arrivé il y a un peu plus d'1 an et qui était attendu depuis plus de 20 ans, qui est la construction d'une autoroute qui permet de descendre de Oaxaca à la côte aujourd'hui en 3 heures, avant en 7 heures. Donc en fait, ça change énormément de choses dans la possibilité de connecter la côte et même de l'inclure dans nos circuits, même si derrière on poursuit sur le Yucatan ou peu importe. Il y a quand même ce facteur qui est que avant on mettait 7 heures de route, c'était une petite route de montagne, très jolie, mais avec assez peu de points d'intérêt, même si effectivement il y a San José del Pacifico, que je vous ai mis ici au milieu, où là, c'est un petit village dans les montagnes où on peut loger dans des cabanes au milieu des forêts de pins. Donc, c'est très joli. Mais, mis à part ça, en fait, ça nous obligeait à descendre sur la côte en 2 jours. Et ensuite, on est sur la côte. Il faut 2 jours pour remonter, parce qu'on va pas faire 7 ou 8 heures dans la journée. Aujourd'hui, on peut descendre en 3 heures. Et donc, bah, forcément, ça reste une très belle route. C'est une autoroute, mais qui passe au milieu des montagnes, avec des moments où c'est des ponts, d'autres moments où c'est des tunnels. Mais le paysage reste très joli. Mais effectivement, on gagne un temps assez considérable, surtout dans des trajets, enfin surtout dans des voyages en général de 2 semaines. Bah, une journée, ça peut faire la différence pour proposer telle ou telle étape. Et donc, là, pour le coup, sur la côte, ça se divise en 3 espaces distincts que je vous ai entouré. Donc, il y a Puerto Escondido, qui est donc plus au nord de la côte de Oaxaca. Là, on va retrouver Puerto Escondido, Zicatela. Donc là, ça va être plus la zone un peu surf, jeune, un peu branchée, avec des hôtels sympas, mais vraiment en développement et un petit peu plus festif aussi. Mais au nord de Puerto Escondido, par exemple, vraiment à la toute fin de mon cercle, là, il y a une zone, exactement ce qui est en train d'entourer Charlotte, là, dans ce coin-là, où il y a des hôtels très haut de gamme qui sont en train d'ouvrir. Et là, pour le coup, c'est sur des plages désertiques où, bah, effectivement, on peut se retrouver un peu seul au monde et dans un décor vraiment joli. Surtout que de ce côté-là, on a le coucher de soleil sur la côte Pacifique, ce qu'on n'a pas dans le Yucatan. Donc, ça fait vraiment des paysages assez impressionnants. Et il y a vraiment des maisons d'artistes. Enfin, c'est très là pour le coup, c'est un peu aussi l'architecture moderne, un peu brute aussi, un peu dans un style un peu très artistique aussi. Donc, sur quelque chose d'assez particulier. Mazunte et San Agustinillo, donc qui est situé au milieu. Là, on est plus dans des petites plages et pour le coup beaucoup plus rocheux, avec effectivement bah, parfois des hébergements à flanc de montagne avec une vue imprenable. Et donc il y a des petits hébergements. Là, pour le coup, on est quand même moins famille, on est quand même plus sur une destination de couple. Puerto Escondido aussi, même s'il y a quelques options famille. Et pour le coup, la destination qui est plus famille, c'est la troisième, qui sont plus les Bayas de Huatulco, donc encore un peu plus au sud dans ce coin-là. Et là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus grand, puisque c'est les bateaux de croisière aussi qui arrivent. Il y a différentes baies. Là, pour le coup, c'est des petites criques qui sont plus accessibles à la baignade. Le reste, on est quand même sur une côte sauvage, l'océan Pacifique, et donc une certaine puissance aussi des vagues et des courants. À Bayas de Huatulco, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus adapté aux familles, mais dans un tourisme un peu plus massif aussi. C'est là où on va retrouver des hôtels, des resorts aussi de 200 chambres,
des all-inclusive, des choses aussi plus petites. Mais voilà, c'est la destination quand même la plus développée qui s'apparenterait le plus à la Riviera Maya. C'est plutôt dans ce coin-là. Le trajet peut se faire en voiture de location ou en transport privé. Et donc, voilà, soit avec une étape à San José del Pacifico si on a le temps, et dans ces cas-là, on fait une nuit dans les montagnes, soit directement. Concernant les activités, donc sur la côte Pacifique, eh ben, Puerto Escondido est très connu pour le surf. Donc, les amateurs de surf, c'est vraiment le spot ici au Mexique pour pouvoir le pratiquer. Pour ceux qui ne sont pas amateurs de surf, ben, il est possible de faire d'autres choses. On peut faire de la randonnée à cheval, que ce soit sur la plage ou plus à l'intérieur des terres, parce qu'il y a des eaux thermales non loin de Puerto Escondido. Donc, c'est possible de faire d'autres activités un peu plus axées terre que plage, même si on est ici pour profiter de la plage. Vous pouvez faire des sorties pour voir la faune marine. Il y a beaucoup de dauphins au large des côtes de Puerto Escondido. En fonction de la période, vous pouvez voir aussi des baleines. Donc, je pense que c'est très intéressant qu'on soit en couple ou en famille pour faire ce genre d'activité. Le snorkeling, évidemment. Alors, moi, j'ai vécu 3 mois à Puerto Escondido et j'avais jamais entendu parler qu'on pouvait faire du snorkeling et voir vraiment des belles choses sous l'eau. Et pendant ma dernière reco avec Terra Maya, je suis allée sur la côte Pacifique et depuis un petit village, j'ai pris un tour pour faire du snorkeling et j'étais très surprise de la faune marine qu'on peut y voir sans faire de la plongée, juste en faisant du snorkeling, parce qu'il y a énormément en fait de roches aux abords des baies, surtout toutes les baies qui sont autour de Huatulco, et donc un snorkeling vraiment intéressant, vraiment très intéressant. La Ventanilla, alors la Ventanilla, ça se trouve, je reprends un peu la map. Alors ici, tac, je vois pas très. Alors, la Ventania, c'est juste ici, à l'entrée, en fait, de Mazunte de San Agustinillo. C'est en fait une sorte de bras. En fait, la mer entre un peu à l'intérieur des terres et vous avez la possibilité, en fait, de faire un tour avec une des deux entreprises qui se situe là-bas à la Ventania. En fait, je dis une des deux parce que l'une a beaucoup plus ce respect pour la faune et pour la flore de la Ventanilla. Et en fait, vous partez en bateau à l'intérieur comment on appelle ça, d'une lagune en fait, et vous pouvez voir de nombreux types d'oiseaux différents. Et une fois que vous arrivez sur Terre, à l'intérieur d'une sorte d'une petite île en fait, énormément de palmiers et des crocodiles. Là sur la photo, je ne sais pas si vous arrivez à voir bien, mais il y a un énorme crocodile. Il faisait peut-être 3 mètres de long. Donc c'est sympa, intéressant, et ça fait pas vraiment, en tout cas moi j'ai pas trouvé que ça faisait ce genre de zoo ou de show. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Donc voilà, c'est un petit spot sur la route pour ceux qui sont à Puerto Escondido et qui vont jusqu'à Mazunte. Et ensuite, mentionner le farniente, parce que finalement, on peut aussi être posé à la plage et boire des petits cocktails ou juste être là avec les enfants et profiter des plages qui sont. Il y a certaines plages, en effet, qui sont beaucoup moins, je dirais, violentes que d'autres pour juste profiter de l'eau et y rentrer et barboter. Donc voilà pour les activités. En termes d'hôtellerie, comme disait Adeline, on a de tout et pour tous les budgets. Ça dépend aussi des zones. Alors quand on parlait de la zone de Huatulco et des hôtels un peu plus familiales, en fait, il y a des hôtels qui sont plus grands. Qui sont type all inclusive. Donc on a ici le Secret à Huatulco, mais il y en a d'autres qui acceptent les enfants. Donc vous voyez, ce sont des gros hôtels du coup, mais cette vue, cette baie qui est juste pour nous est vraiment remarquable. Donc ça, c'est pour la partie Huatulco. Ensuite, si on part un peu donc de l'autre côté, ça c'est à San Agustinillo et Mazunte. Donc vraiment, ces deux hôtels-là sont proches. Donc ici, on est plus sur des sortes de petites cabanes vraiment sur la plage.
Moi, j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment plus, un peu plus typique peut-être. Voilà, on est sur la côte Pacifique dans une petite cabane. Enfin, c'est un peu le rêve. Et la valise Mazunte. Alors la valise, on la retrouve à Mexico City. On en a parlé. On la retrouve à San Miguel de Allende. On la retrouve à Tulum et on la retrouve maintenant à Mazunte. On n'a pas encore eu la chance de connaître l'hôtel parce qu'il a ouvert vraiment il n'y a pas très longtemps. Il a l'air magnifique. La vue, le coucher de soleil, voilà. On a hâte d'aller le connaître et de pouvoir vous faire un retour vraiment très détaillé sur ce beau produit. Et ensuite, donc, on repart vers Puerto Escondido. Là, on retrouve celui-là, le Villas Carrizalillo. C'est un hôtel très dans le style un peu plage tropicale, idéal pour les familles parce qu'il y a des chambres avec plusieurs lits. C'est petit et ce qui est très intéressant, c'est sa vue et son accès direct en fait à la plage qu'on peut voir ici sur la photo par des escaliers évidemment, mais c'est vraiment un très beau spot. Un très beau spot avec un restaurant qui a une vue qui donne vraiment sur toute la baie. Et si on remonte du coup encore un peu plus vers la gauche de Puerto Escondido, on retrouve ces deux hôtels-là, donc l'hôtel Escondido et Punta Pájaro. Donc on vous disait un peu un design un peu différent de ce qu'on peut retrouver en général sur la côte. Hôtel Escondido, c'est le frère de Hôtel Escondido à Oaxaca. C'est le même groupe d'hôtels, mais la déco est complètement différente. On est quand même plus sur un style plage avec les toits en palapa, etc. Cet hôtel a une piscine magnifique sur la plage qui s'étend sur des kilomètres, très sauvage. C'est un très beau produit. Et là, on passe à Punta Pájaro. Moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est un concept vraiment très écolo. C'est vraiment des cabanes. Chaque cabane est assez grande, comme on peut le voir sur la photo, avec sa propre piscine. Et chaque cabane est très séparée. Donc, on n'a vraiment pas de vis-à-vis avec ses voisins. Enfin, on les voit pas. On les rencontre au restaurant sûrement, mais le reste du temps, quasiment pas. Et pareil, c'est sur la même côte, la même plage que Hôtel Escondido. Voilà, un très beau produit selon moi. On retrouve dans cette zone, la même zone que Punta Pájaro et Hôtel Escondido, Hôtel Terrestre, qui est un hôtel très design qu'on n'a pas pu ici mettre en photo et mentionner. Comme disait Adeline, il y a vraiment beaucoup de produits différents, que ce soit pour les familles ou pour les couples. Voilà, une belle offre hôtelière sur la plage. Pour moi, c'est fini. Mon temps de parole est terminé. Je laisse Adeline pour fermer un peu cette présentation. À bientôt. Non, bah voilà, j'ai pas plus de choses à rajouter, si ce n'est que effectivement là, ce sont quelques idées. On vous fera suivre aussi un circuit type vraiment plus structuré avec les journées, jour par jour, ce qu'on peut faire, etc. On n'avait pas envie de passer en revue une fiche circuit, mais voilà, on peut le faire par la suite. Et voilà, bah, comme d'habitude, hein, on fait du sur-mesure, donc ce sont des idées, mais tout est adaptable, modulable. Et voilà, si vous avez des questions, on est bien entendu à dispo et n'hésitez pas même à ouvrir vos micros et poser vos questions. On est là pour y répondre. Eh ben, merci à tous les deux pour cette traversée Mexico City jusqu'à la côte. C'était très intéressant. Ben, pour le coup, si effectivement les personnes qui sont en ligne ont des questions, je vous invite à les écrire sur le chat. Je les lirai à Adeline et Charlotte. En attendant, Adeline, est-ce que tu peux nous rappeler la durée d'un circuit ou d'un séjour du coup, donc Mexico City, côte Pacifique? Alors, tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Mais en tout cas, il faut minimum, grand minimum, 10 jours pour faire Mexico-Oaxaca et plutôt 15 jours si on veut vraiment en profiter en faisant des choses sympas. Et après, on peut bah, effectivement aussi envisager des extensions si on veut derrière rebifurquer vers le Yucatan ou des choses comme ça. Il y a d'ailleurs un vol direct quotidien de Puerto Escondido à Mérida
Et donc ça, c'est quand même vachement intéressant quand on veut commencer par Mexico, Oaxaca, on descend sur la côte pacifique et avec un vol direct d'1 heure et demie, on se retrouve à Mérida, on peut louer un véhicule et on finit par le Yucatan, on repart de Cancun. Il y a plein de possibilités d'adapter. Et donc, je dirais minimum 10 jours, 15 jours si on veut faire que Oaxaca. Et sur une vingtaine de jours, on peut même inclure la côte pacifique et rebifurquer sur le Yucatan. Super. Ok, merci. J'ai une question de Julien. Lors d'un séjour à Mexico, lors de quelques jours à Mexico, est-ce qu'on peut prendre une voiture de location vers le sud? Est-ce qu'on prend la voiture de location depuis Mexico City si on va vers le nord ou vers le sud du Mexique? Je peux répondre également. Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne propose pas de prendre le véhicule de location quand on arrive, parce qu'effectivement, il vaut mieux être en transport privé. Mais par la suite, bien entendu, le jour où on part en direction soit des villes coloniales du nord ou du sud, si on va du côté de Puebla, on récupère le véhicule de location, de préférence à l'aéroport, parce qu'en fait, on est assez proche quand même de la sortie de la ville pour pas devoir traverser tout le centre historique avec le véhicule de location. Et dès qu'on est sorti de la ville, honnêtement, c'est tout à fait faisable de conduire soi-même. En direction du nord, peut-être pour des gens qui ont un petit peu plus l'habitude de conduire à l'étranger. Et de l'autre côté, il y a aucun problème non plus. Quand je dis un peu plus l'habitude, c'est juste que voilà, il peut y avoir un peu plus de trafic, il y a des camions, il y a des routes un petit peu plus chargées que dans le Yucatan. Donc il faut quand même conduire bien, mais c'est pas stressant plus que ça, sauf à Mexico City. Mais donc voilà, on prend le véhicule vraiment à la sortie et ensuite on sort assez vite de la ville. Super. Et juste pour Anaïs, oui, il y aura un replay. On a tout enregistré, donc il y aura un replay. Et est-ce que tu peux nous dire s'il y a des activités adaptées pour les enfants, ou en tout cas en quoi ce circuit Mexico City Côte Pacifique est intéressant pour les familles? Je te laisse répondre, Charlotte. Oui. Alors pour les familles, alors à Mexico City, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de musées, etc. Je pense que de façon générale, c'est toujours intéressant pour les enfants. Par exemple, Teotihuacan, je pense que ça reste toujours impressionnant. Mais on peut proposer des ateliers un peu plus créatifs, un peu plus artistiques, notamment vers Teotihuacan. On peut proposer aux familles ou aux enfants de faire leur propre petite piñata en papier mâché et décoré, etc., et qui peuvent embarquer avec eux. Donc ça, c'est sympa et c'est mignon pour les familles. À Mexico City, il y a un atelier de justement ce que je vous racontais, les alebrijes, ces figurines d'animaux un peu surréels, colorés, etc. C'est possible de faire aussi un atelier d'alebrijes à Mexico City avec la famille du créateur des alebrijes au Mexique. Donc ça, c'est vraiment le top du top. À Oaxaca, finalement, un peu toutes les visites sont intéressantes, même pour des enfants qui sont habitués à voyager et à connaître la culture et les autres. Un cours de cuisine avec des enfants, ça reste toujours amusant également. Et sur la côte Pacifique, on a toutes ces sorties pour aller voir les dauphins, faire du cheval, c'est sympa avec les enfants. Le snorkeling, c'est possible avec des enfants s'ils sont bien accompagnés. Donc, je pense que vraiment le circuit est adapté pour les familles qui ont l'habitude de voyager ensemble, etc. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Super. Ouais, très sympa. Je reviens du coup sur la question de la voiture et de la sécurité. On a deux questions dans le chat. La première, du coup, une collègue m'avait déconseillé la voiture sur le Mexique car les agents de police seraient intransigeants et demanderaient de pourboire de façon abusive. Est-ce vrai? Je peux répondre, à moins qu'Adeline veuille le faire, mais alors, une collègue, ok.
C'est pas faux. Parfois, il peut y avoir des agents de police qui arrêtent les gens pour demander des pourboires, ouais, si on peut appeler ça comme ça. On n'a jamais de dérive quand ça arrive avec nos voyageurs. Ça arrive de plus en plus rarement. Je crois que le dernier appel qu'on a dû avoir concernant ce genre de choses, ça fait plus de 3 mois, en tout cas pour ma part. Au moins 3 mois. Et en fait, l'avantage de passer par une agence et de passer par nous, c'est que on vous fournit toujours une carte SIM locale qui est préchargée. Et donc, du coup, vous pouvez nous appeler n'importe quand vous en avez besoin. Et c'est souvent dans ce genre de moment qu'il faut nous appeler parce qu'en fait, vous allez sortir votre téléphone, vous allez commencer à nous parler. Le policier, il va dire, OK, bon, déjà, il parle pas espagnol. Et puis là, en général, ils abandonnent même avant que le voyageur lui passe le téléphone pour qu'il parle avec nous, parce qu'il sait qu'il va rien en tirer. Et si on arrive à l'avoir en ligne, on négocie avec lui. Donc, il faut vraiment avoir en tête que c'est jamais violent. En fait, c'est toujours un peu, alors, t'as pas bien conduit, là, tu me donnerais pas 200 pesos. Enfin, c'est plus dans ce style-là, en tout cas, ce que j'ai vécu et ce qu'on m'a déjà raconté, il n'y a pas de violence, en tout cas. Donc, nous, on est là pour justement notre assistance. Elle sert à ça sur le terrain, à pouvoir aider les voyageurs dans ce genre de situation qui arrivent, je le répète, pas régulièrement du tout. C'est ça, hein, juste pour compléter, sur plusieurs centaines de voyageurs qu'on a par an, on a peut-être 2-3 cas par an de ces cas de figure et on n'a jamais de clients qui se retrouvent à payer quoi que ce soit. C'est juste, on leur fait des réflexions sur quelque chose qu'ils n'ont pas forcément, parfois qu'ils n'ont pas fait correctement, mais souvent qui sont un peu abusifs. Et dès qu'ils nous ont au téléphone, ils comprennent que en fait, il y a une agence. Voilà, nous on sait comment ça fonctionne et ensuite ils les laissent partir sans problème. Donc c'est vraiment pas un frein et honnêtement, ça arrive très très peu. Et d'ailleurs, ça arrive presque que dans la zone très touristique. Enfin, je veux dire dans le centre du Mexique, etc. C'est presque inexistant ce genre de pratique. Du coup, il y a une autre question de Christine et j'enchaîne sur celle-ci avant de revenir sur vos questions, Julia. Dans le Yucatan, il y a eu des rapports de clients sur les faits de corruption de policiers sur les routes, surtout avec des clients jeunes. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ou pareil, c'est pas forcément… C'est toujours la même chose, si, ça arrive, mais nous, on en a, comme je disais, 3-4 par an et qui se soldent toujours bien parce qu'ils voyagent avec une agence réceptive et qui nous appellent. Nous, on discute avec la police, on fait vite comprendre qu'on a les contacts de l'ambassade, qu'on a tout ce qu'il faut s'il y a besoin de quoi que ce soit et tout de suite, le policier comprend que c'est pas un poisson à pêcher et donc c'est malheureusement un peu comme ça que ça fonctionne. C'est navrant parce que ça donne pas forcément une bonne image de 99% des Mexicains qui sont adorables et accueillants, mais effectivement ça peut arriver. Mais c'est là l'intérêt d'avoir une agence locale sur place, ouais. Et juste Julia, pour poursuivre, le Chiapas et Tabasco, est-ce qu'on déconseille en voiture de location? Effectivement. Alors le Chiapas jusqu'à Palenque, on le propose. Plus au sud, toute la route du sud, frontière avec le Guatemala, on le propose pas. Et là, pour le coup, pas pour des questions de sécurité, plus pour des questions de couverture réseau et du fait qu'en fait, on n'a pas d'internet, on n'a pas de réseau téléphonique parfois pendant 2 ou 3 jours quand on est dans cette zone-là, qui fait que si on a un souci avec un véhicule de location, en fait, on peut même pas appeler son agence. Les agences de location sont loin, donc elles mettront forcément un jour ou deux pour vous dépanner. Donc, tout ça crée une logistique qui devient compliquée. Et donc, c'est pour ça qu'on ne propose pas de voiture de location dans cette région-là, avec un chauffeur qui connaît la région par cœur, qui sait très vite s'appuyer des villages locaux pour résoudre un souci s'il a quoi que ce soit sur son véhicule. C'est quand même nettement plus agréable, quoi. Et dans la partie nord de Mexico City… Ah, pardon, excuse-moi, Charlotte. Non, mais c'est ça que je voulais reprendre, Judith, parce que justement, j'en reviens. Je suis partie en reco dans les villes au nord de Mexico City. Alors, de Mexico City à Teotihuacan, on le propose parfois. On n'a jamais eu il n'y a pas de problème sur cette zone-là. On le fait régulièrement en location de voiture. Moi, je l'ai pas fait. Moi, je suis arrivée à Querétaro directement et j'ai conduit jusqu'à Guanajuato. J'ai conduit toujours de jour déjà. On était deux femmes dans la voiture, donc voilà, en général, on peut avoir un peu plus peur quand on est que deux filles. Et tout était
nickel. C'est vrai qu'il y a parfois un peu plus de trafic que dans le Yucatan, je dirais, c'est pas faux. Mais si on a l'habitude de conduire de façon générale, je sais pas, pour vous donner un ordre d'idée, moi je conduis la voiture peut-être 3 fois par an. Ici à Mérida, j'en ai pas et j'en ai pas besoin. Donc du coup, enfin voilà, j'ai conduit pendant 8 jours d'affilée dans ces régions-là et tout était correct, tout était OK. Les gens sont d'ailleurs, je trouvais, plus courtois au volant que dans le Yucatan, donc c'était une très bonne surprise. La route entre San Miguel de Allende et Guanajuato est un peu comme ça dans les hauteurs, un petit peu sinueuse, mais pas pire que l'Ardèche en France, quoi. Donc, c'est OK. La seule chose à prendre en compte lorsqu'on fait un autotour dans les villes coloniales dans le centre du Mexique, c'est aussi les difficultés parfois à se garer. Ça, c'est quand même un point assez important. Typiquement, Guanajuato, qui est une ville qu'avec des toutes petites ruelles, avec très peu de stationnement. Donc, on choisit effectivement parfois des logements en fonction. Mais c'est plus cette circulation en centre-ville qui parfois peut être un petit peu plus compliquée. Mais d'ailleurs, Charlotte qui en revient, en fait, on peut laisser son véhicule à la sortie de la ville et puis on se balade pendant 2 jours en taxi, on prend le véhicule, on poursuit. Faut pas essayer toujours d'arriver avec son véhicule devant le lieu qu'on veut visiter parce qu'effectivement, sur des villes comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ah, c'est très compliqué, même, je dirais. Ouais, suivez les recommandations d'Adeline justement, c'est des villes qui sont faites pour marcher. Donc, laissez votre véhicule un peu plus loin et marchez et émerveillez-vous des rues et des bâtiments que vous voyez. Ouais. Super. Et pour répondre à la question de Christine, est-ce qu'il faut payer cette fameuse taxe dans le Quintana Roo? Et ben, c'est une question qui revient assez régulièrement, puisqu'en fait, en réalité, donc, c'est une visitaxe, c'est une taxe qui a été mise en place par l'État du Quintana Roo, qui est une taxe touristique, qui, en réalité, a été mise en place par le Quintana Roo, mais pas vraiment autorisée par le gouvernement fédéral, ce qui fait que pour le moment, c'est une taxe purement volontaire, dans le sens où il y a des agents qui sont là dans l'aéroport avec un stand. C'est même pas un filtre où on passe, hein, c'est vraiment un petit stand sur le côté et qui parfois attrape des gens à droite à gauche juste pour leur dire il faudrait régler cette taxe. On a eu récemment quelqu'un qui nous a appelé, on lui a dit non, mais vous pouvez continuer votre route. C'est pas une obligation stricte de régler cette taxe, en tout cas pas au niveau fédéral. Et donc pour le moment, voilà, elle est plus sur une base volontaire. Si ça venait à changer, on vous tiendra informé. Mais nous, on déconseille aux gens de la régler parce qu'en fait, c'est pas réellement obligatoire pour le moment. Très bien. Et juste pour conclure sur le circuit dont vous nous avez parlé, est-ce que vous avez un approx de budget à nous communiquer ou une idée en tout cas pour qu'on puisse comparer peut-être au Yucatan? Je vais répondre. Alors, ça va dépendre forcément de quel type de transport on choisit et des hôtels qu'on veut. En général, le circuit de base, la production qu'on a faite, que j'ai faite, est sur 12 jours. Et sur 12 jours, on est aux alentours de 1 900, 2 000 euros par personne. Avec Mexico City, un vol jusqu'à Oaxaca et la côte Pacifique. Donc, en sachant qu'à Mexico City, c'est, comme on disait, du transport privé. Et ensuite, c'est de la location de voiture. Voilà, donc ça, c'est sur des hôtels standards, classiques. Évidemment, si on monte en gamme, on monte dans le budget aussi. Super. Alors, je lis la question de Julien. Quand vous conseillez 3 nuits à Mexico City, vous incluez la visite de Teotihuacan? J'imagine que oui, puisque vous l'aviez. Juste avant que Charlotte réponde, je suis désolé, moi je dois filer, j'ai mon taxi qui m'attend pour l'aéroport. Je Bien vous souhaite sûr. une bonne fin de journée à tous et je laisse Charlotte terminer les dernières questions. Et puis je reviens très vite avec des nouveautés sur Mexico et Puebla à vous partager. Au revoir tout le monde. Ciao. Du coup, Charlotte. Oui, Teotihuacan sur les 3 nuits à Mexico City, oui. Pour nous, c'est un incontournable. Donc, sur les 3 nuits à Mexico City, on inclut forcément Teotihuacan. Donc, Teotihuacan soit terrestre et en montgolfière.
Très bien. Vous proposez des voyages en train au Yucatan ou ce n'est pas encore prêt au niveau ferroviaire et tarifs? Non, on ne propose pas des voyages en train dans le Yucatan parce que d'un point de vue logistique, c'est trop compliqué. En fait, les gares de ces trains n'arrivent pas dans les centres-villes. Les gares sont toutes en dehors des villes et parfois plus ou moins éloignées. Donc, ce qui fait que vous prenez le train, vous arrivez en dehors, il faut qu'on prévoie un transfert qui vous emmène en ville. Et ensuite, si vous voulez repartir de cette ville, il faut reprendre un transfert pour retourner dans une gare. C'est pas du tout pratique. Il n'y a pas encore assez d'horaires de train. Et moi, je ne l'ai pas encore testé parce que je suis un peu... voilà, le train a eu beaucoup d'impact écologique ici dans la région. Donc, ouais, je suis un peu dubitative. Mais Adler l'a pris et apparemment, c'est très quali. Vraiment très, très calme. La nourriture est bonne. Enfin, ouais, ça a l'air très sympa. Mais d'un point de vue logistique, nous, on ne propose pas encore ces voyages. Peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant, non. On n'est pas prêt. Très bien. Eh bien, Julia, qui te répond, c'est ce qu'elle pensait aussi. Donc, tu partages ton point de vue. Super. Très bien. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, si vous en avez encore une ou deux, n'hésitez pas à les lancer dans le chat. Et puis voilà. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin des questions.